savons que l'homme a une fonction propre, quelle est cette fonction propre? Pour répondre à cette question, Aristote procède par élimination. Il prend les grandes activités des êtres vivants et cherche celle qui est propre et uniquement propre à l'humanité. Mais alors, en quoi peut-elle consister? Le simple fait de vivre est de toute évidence une chose que l'homme a en commun, même avec les végétaux. Or, ce que nous recherchons, c'est une activité propre à l'homme. Nous devons donc laisser de côté la vie de nutrition et de croissance. Viendrait ensuite la vie sensitive, mais celle-là apparaît encore commune avec le cheval, le bœuf et tous les animaux. Reste donc une certaine vie pratique de la partie rationnelle de l'âme, partie qui peut être envisagée, d'une part, au sens où elle est soumise à la raison, et d'autre part, au sens où elle possède la raison et l'exercice de la pensée. Première hypothèse, la vie, le simple fait de vivre, se nourrir, croître, se reposer, boire. Mais cela ne nous qualifie pas comme être humain. La carotte, la salade, l'arbre font la même chose. Celui qui croit que le bonheur est dans le sommeil, que le bonheur est dans la nutrition, celui-là a une vie de légumes, en rien une vie véritablement humaine. Il ne pourra donc pas satisfaire ce qu'il désire, son plus grand bien, puisque ce n'est pas le bien qui lui est propre, c'est le bien commun à toute l'humanité. Une autre hypothèse très courante consiste à dire que le bonheur est dans le plaisir des sens, faire un bon repas, passer du bon temps, ressentir du plaisir. Et c'est vrai que c'est une dimension importante de la vie humaine que celle du plaisir. Mais Aristote constate à nouveau que ce n'est pas ce qui nous fait être humain, que si ça a une place importante et qu'il faudra savoir comment gérer notre rapport au plaisir, et Aristote écrira beaucoup sur la dimension du plaisir, ça n'est pas proprement humain. Au fond, c'est ce que nous avons de commun avec la vache, avec le bœuf, avec le lion, avec le chat, avec le ver de terre, etc. Autrement dit, celui qui veut vivre de la vie des sens, c'est une vie de vache. C'est une vie d'âne. On pourrait avoir une vie d'âne, mais ce ne serait pas une vie vraiment humaine. On retrouve ça d'ailleurs chez Stuart Mill qui a ce propos assez dur mais intéressant. Mieux vaut avoir une vie d'homme insatisfait qu'une vie de porc satisfait. Autrement dit, se contenter de la vie des sens, c'est une vie de porc, c'est une vie de vache, c'est une vie de chien. Ce n'est pas une vie humaine. Ce qui caractérise spécifiquement l'humanité, ce que tous les hommes ont en partage, mais ce que seuls les hommes ont en partage, c'est l'usage de la raison, de l'intelligence et de la volonté. On le comprend, si la raison est ce qui est propre à l'homme, alors l'usage de la raison est la fonction propre de l'homme, est le métier d'homme. Et si le réussi, le bien, se trouve dans la fonction propre, et que cette fonction propre pour l'homme est la raison, alors le réussi pour l'homme se trouve dans la raison. Autrement dit, le bonheur ne peut se trouver que dans l'usage de la raison. Ce n'est pas suffisant pour définir le bonheur pour Aristote. Certes, on a réussi à localiser où était le bonheur. Il est dans la raison. Mais cela ne dit pas encore parfaitement la nature du bonheur. Pour y arriver, Aristote fait 3 distinctions très importantes. La première distinction consiste à dire que le bien ne se trouve pas dans la possession d'une puissance, dans une capacité. Le bien se trouve dans l'usage de cette capacité. C'est quand on s'exerce. Un médecin qui ne soigne personne n'est pas un bon médecin. C'est d'ailleurs pas du tout un médecin. Il en a la capacité, mais il ne l'utilise jamais. Donc c'est dans l'usage de sa capacité que se trouve le bien. Puisque le bien suprême pour l'homme, c'est la raison, c'est dans l'usage de cette raison que se trouvera le bonheur. Première distinction entre la puissance et l'acte. C'est dans l'acte, dans l'activité de la raison, que se trouvera le bonheur. Mais ce n'est pas encore suffisant. Deuxième distinction, Aristote constate que nous pouvons user de la raison de 2 grandes façons. Nous pouvons user de la raison pour régler notre vie, autrement dit pour vivre raisonnablement notre vie, pour gérer notre rapport à la nutrition, au sommeil, au plaisir, aux amis, à nos entreprises extérieures, etc. Mais dans ces cas-là, on comprend que la raison est instrumentale. On soumet les autres parties de notre vie à la raison, mais la raison n'est pas voulue pour elle-même, elle est un moyen. Or, vous vous souvenez, nous avons dit 2 choses pour le bonheur qui est souverain bien. Il est le bien ultime, gratuit, qui n'est pas voulu pour autre chose que lui-même, et il est autosuffisant, ce qui n'est pas le cas de l'usage de la raison ici. Il y a donc un deuxième usage de la raison que nous pourrions nommer rationnel, c'est-à-dire libre, voulu pour lui-même, juste pour comprendre le monde, pour contempler son ordre et contempler notre ordre propre. On pourrait appeler ça de l'ordre de la méditation, de la réflexion.
Et c'est là pour Aristote le bien suprême. La raison se retrouve dans son usage propre, qui n'est déterminé par rien d'autre qu'elle-même. C'est quelque chose qui est gratuit. C'est comme quelque chose qui est de l'ordre du jeu. Il y a une comparaison très forte entre le bonheur et le jeu chez Aristote. Il travaille beaucoup cette question, parce que le jeu comme le bonheur sont des activités qui sont voulues pour elles-mêmes. Eh bien, l'usage de la raison pour elle-même, c'est ça le bonheur. Deuxième distinction. Enfin, Aristote propose une troisième distinction très importante. Certes, il faut user de sa raison. Certes, il faut user de sa raison pour elle-même et pas pour autre chose. Mais enfin, il ne suffit pas d'user de sa raison. Il faut bien en user. Il faut réussir cette activité. Pour être heureux, il ne suffit pas d'être dans l'activité. Il faut que ce soit réussi, que ce soit bien. Autrement dit, il faut, à sa propre mesure, viser à l'excellence de l'usage de la raison. Et c'est dans l'excellence de cet usage, c'est-à-dire dans la pleine réalisation des capacités de la raison, que l'homme développera pleinement ce qu'il est, c'est-à-dire un être humain distinct de toutes les autres espèces vivantes, et c'est là qu'il trouvera le bonheur. En effet, chez les citharistes, les guitaristes de l'Antiquité, on peut à la fois trouver des gens qui jouent mal et des gens qui jouent bien. Celui qui joue bien, c'est celui qui réussit, c'est celui qui est un bon cithariste et qui doit d'ailleurs trouver du plaisir à son activité. Eh bien, il en est de même pour notre usage de la raison. Si nous voulons être heureux, nous devons vivre de cet usage libre, gratuit et excellent. Ainsi, on le comprend, au terme de ce discours, le bonheur est l'activité de l'âme en accord avec la vertu. Ici, le mot vertu pour Aristote veut dire excellence. On pourrait traduire le bonheur est l'activité excellente de l'âme. C'est ça le bonheur chez Aristote, et on va essayer de délier un peu les fils pour mieux comprendre ce qu'il entend par là.